Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique chaque semaine. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules. Et bonjour Damien. Bonjour. Chers spectateurs, ce numéro est un épisode hors série. Jean-Yves et moi-même n'avons pas pu nous rendre disponibles cette semaine pour vous livrer notre traditionnelle analyse de l'actualité. Vous trouverez donc dans ce numéro un entretien exclusif avec Damien Tarel, l'homme qui a souffleté Emmanuel Macron, ainsi qu'un dossier sur la commission Bronner, le nouvel organisme de l'État, pour lutter contre ce qu'il considère être les diffuseurs de haine et la désinformation. Je vous souhaite un très bon visionnage et Immédiat numéro 368, c'est parti. Damien Tarel, bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à cet entretien. C'est moi qui vous remercie. On va mettre les pieds dans le plat. Le soufflet que vous avez infligé à Emmanuel Macron a été à la fois incompris et exagéré par les médias français qui ont sauté sur l'occasion finalement pour vous caricaturer en un homme d'extrême droite paumé, révisionniste, nazi même selon certains articles. Alors pour commencer, qui êtes-vous et comment vous décririez-vous vous-même ? Je dirais que je suis avant tout un Français qui habite la France périphérique, un jeune Français de cette France abandonnée par le pouvoir et par Emmanuel Macron, l'homme qui est au pouvoir actuellement. En juin dernier, vous êtes rendu à Tain-l'Hermitage pour y rencontrer Emmanuel Macron lors de sa visite de la ville. Qu'aviez-vous en tête lorsque vous êtes déplacé et pourquoi finalement est-ce que vous l'avez giflé ? J'étais avant tout venu pour le contester d'une manière ou d'une autre. Et les circonstances ont fait qu'il s'est élancé vers moi. Et je me suis retrouvé face à un dilemme moral qui était, une fois la main serrée de cet homme, quelle réaction avoir, si ce n'est rejeter en fait son amitié. D'accord. Donc c'était pas prévu à la base. Non, aucunement. J'étais venu pour le contester. C'était une forme de contestation un peu plus vive, on va dire, mais ça restait quand même dans le cadre de la contestation. Ça reste une contestation, on n'est pas dans le cadre, comme a pu le décrire la justice ou les médias, d'une agression. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'appellerais une agression. C'était peut-être plus un symbole de votre part, du coup ? Bien sûr. Pour moi, la gifle, c'est un symbole. Le soufflet, historiquement, c'est la provocation en duel. C'est l'acte un petit peu d'humiliation par lequel on doit répondre par l'honneur. Et vu comment cette affaire a été traitée, on voit bien que Emmanuel Macron a refusé de reprendre l'honneur sur ce geste. C'était un peu, de son point de vue, un crime de lèse-majesté. Vous auriez fait ça sur le corps du roi, vous eussiez été écartelé. Oui, il a eu l'impression que cette gifle, c'était un petit peu le coup de poignard de Ravaillac, alors que, écoutez, si un homme d'âge mûr comme Emmanuel Macron est affecté physiquement par une telle gifle, je pense qu'il y a de quoi se remettre en question. Alors, comment est-ce que votre entourage et vous-même avez perçu le portrait qu'ont dressé de vous les médias à la suite de ce geste ? C'était quasiment immédiat d'ailleurs. Oui, c'était quasiment immédiat. Ils ont essayé de dresser un portrait très, très rapide de moi. Il y a eu, on va dire, un engouement médiatique énorme. Et on va dire que le traitement médiatique a, en à peu près quelques jours, persuadé la totalité de mes connaissances que la plupart des médias mainstream ou télévisuels étaient, si on peut le dire, je pense, des raclures, selon les mots de mes proches. Donc, oui, en décalage total avec la réalité de ma personne. D'accord. Et en fait, finalement, ça a très vite escaladé. Et vous n'avez peut-être pas eu de recul sur ce qui était dit sur vous dans les médias, parce que du coup, vous avez fini en garde à vue. Oui, j'étais bloqué en garde à vue. Mon avocate n'a pas désiré prendre la parole publiquement. Ma famille a été harcelée par les médias. Ma mère ne pouvait plus sortir de chez elle. Beaucoup de personnes ont été extrêmement sollicitées, de manière parfois un peu véhémente, pour avoir des réponses sur qui était Damien Tarel. Et on va dire que la horde médiatique s'est satisfait des quelques détails qui ont pu filtrer du dossier.
de manière un petit peu suspecte, on peut dire. Alors à quoi est-ce que vous faites référence? Est-ce que c'est la saisie de votre domicile? Oui, la saisie au domicile, tous les éléments de l'enquête qui sont censés normalement rester dans l'enquête et non pas sortir en fait de ce dossier de gendarmerie. Oui, c'est les fuites organisées. Votre avocat, vous l'avez choisi ou il vous est... Non, c'était un avocat commis d'office. Oui. J'ai accepté de prendre un avocat commis d'office. Ouais. Oui, à mon avis, c'était pas forcément, si je puis me permettre, c'est pas l'idéal parce qu'un avocat politique que vous auriez choisi aurait pu parler, puisque vous ne pouviez pas parler, puisque vous étiez dans les cellules en quelque sorte. Oui. Je pense que de ce point de vue-là, c'est un peu dommage, mais c'était pas forcément facile. Oui, la situation était un petit peu compliquée. Quand j'ai vu mon avocate, elle m'a certifié que la prison, j'esquiverais la prison. Alors, est-ce qu'il y a eu incompréhension, peut-être manque d'expérience, surtout comme je pense qu'elle n'a pas saisi la dimension politique du procès. Oui. Et beaucoup d'avocats aujourd'hui que j'ai démarchés pour essayer de me défendre me disent que c'est un peu inutile de chercher un avocat étant donné qu'il n'y a pas de justice en France et que je ferais mieux de me défendre moi-même. Oui, beaucoup d'avocats m'ont dit ça. Oui. Alors, moi, je pense qu'il faut quand même toujours avoir un avocat. Et l'avocat, effectivement, en l'occurrence, là, il aurait pu porter une parole politique que vous ne pouviez pas porter puisque vous étiez effectivement en garde à vue. Moi, honnêtement, je n'ai pas été choqué par la prison. Bon, pardon de le dire, dans la mesure où effectivement il y avait un caractère très, très, très politique. Il est évident qu'on ne voit pas en prison pour une gifle ou un soufflet dans la vie de tous les jours. Mais là, c'était quand même un peu en dehors du champ habituel, quoi. Voilà. Oui. Ça a mis la justice face à, on va dire, à un dilemme. Parce que, objectivement, sur le papier, le président de la République est un dépositaire de l'autorité publique, mais n'a pas de statut particulier. Ce n'est pas, comme on l'a dit, le roi de France. Non. Donc ça a mis la justice face à un dilemme sur l'égalité de traitement. Ouais. C'est vrai. Et ça, c'est Giscard d'Estaing, qui a supprimé effectivement la protection dont le président de la République bénéficiait, dont le dernier à avoir réellement bénéficié était le général de Gaulle. Mais elle n'est plus là, effectivement, cette protection. Donc, mais il est dépositaire de l'autorité publique, oui, c'est vrai. Mais comme un policier ou un gendarme, absolument, oui. Alors, avant d'infliger le soufflet à Macron, vous êtes exclamé « Montjoie-Saint-Denis, à bas la Macronie ». Quel est le symbole que vous avez souhaité véhiculer et est-ce que vous pensez que finalement qu'il a été mal interprété et fourvoyé par les médias? Ils ont considéré que c'était un slogan de droite ou voire d'extrême droite. Je ne saurais pas définir si c'est un slogan de droite ou d'extrême droite. En tout cas, pour moi, Montjoie-Saint-Denis, c'est un cri historique. C'est le cri de guerre des chevaliers français. Et pour moi, c'est un symbole d'associer Montjoie-Saint-Denis, ce rappel à l'histoire et à la grandeur de la France passée, avec à bas la Macronie, qui est en fait la décadence moderne de la France. D'accord, donc c'était pour faire finalement le contraste. Oui, le contraste, et puis il faut avouer que la rime sonnait plutôt bien. C'est très bien, franchement, c'est un très beau slogan. Hein. C'était bien trouvé. C'est très bien trouvé, vous l'avez parfaitement explicité. C'est peut-être d'ailleurs un des éléments du succès de votre acte qu'a percuté dans l'opinion, parce que c'était pas seulement le geste, mais il y avait quand même l'explication du geste. Par effectivement cette rime riche, quoi, on peut le dire. Ça sert un petit peu de manifeste, puisque si vous aviez simplement giflé Emmanuel Macron sans vous exprimer... Je pense que vous avez le titre d'un livre, là. Montjoie-Saint-Denis, à bas la Macronie. Ah oui, peut-être, en effet. À mon avis, oui. Mais prenez la plume. Alors, je suis actuellement en train de travailler sur un livre d'éveil politique, si on peut dire. Oui. Donc je réfléchis à peut-être la gifle ou Montjoie-Saint-Denis à bas la Macronie, oui. Alors peut-être effectivement, je vais continuer dans le conseil littéraire que vous suivrez ou pas. Il faut effectivement l'un en sous-titre et l'autre en titre, à mon avis. Oui, comme ça, là, on a le paquet complet. C'est ça. Alors, on a volontiers parlé dans la presse de la sacralité bafouée de la fonction présidentielle, de l'atteinte symbolique aux institutions nationales que représenterait votre geste. Et pourtant, nous avions vu auparavant des présidents ciblés par des tentatives d'assassinat. Ça a été le cas de De Gaulle, d'autres être enfarinés, comme ça a pu être le cas pour François Hollande.
Qu'est-ce qui a changé selon vous Je pense que cette gifle incarne une certaine réalité de la France actuelle, de la France périphérique, et notamment par son aspect de contact et de violence. Même si il ne s'agit que d'un soufflet, pour les institutions, il s'agit avant tout d'une agression. Et donc symboliquement, c'est extrêmement fort, sans parler de l'humiliation, parce que la gifle a une dimension humiliante. C'est terrible. On est sur une humiliation physique et une humiliation de l'honneur, là où la farine peut avoir un côté plus potache. Mais je peux aussi le souligner, que vous avez fait référence à De Gaulle. On peut faire un parallèle avec la différence de panache dont De Gaulle avait fait preuve lorsqu'il avait été victime d'une fusillade sur sa voiture. Il était sorti de la voiture et avait dit « il tire comme des cochons ». C'est quand même une phrase qui contraste beaucoup avec notre président actuel qui a dit quelque chose du genre « non mais laissez-le, je vais lui parler » ou quelque chose du genre. Qui avait une petite dimension de je vais y aller. Avant quand même de vous faire embastiller. Oui, avant quand même de me faire emprisonner. Donc, Alors, il y a quelque chose dont vous m'avez parlé, et je pense que ce serait bien d'y revenir. C'est sur le premier traitement de BFM TV qui, semble-t-il, a nié la gifle, la réalité de la gifle. Oui, il y a eu un malaise entre le pouvoir et les médias. Là où les médias voulaient s'emparer du sujet et en parler, le pouvoir a voulu le minimiser, ce qui est évident, parce que c'est un acte très gênant, parce que fort de sens. Et BFM TV a suivi cette dimension de minimisation en titrant dans un premier temps « Tentative de gifle sur le président ». Ce qui était un petit peu problématique, puisque sur la vidéo qui était diffusée en boucle sur BFM TV, on entendait très nettement le claquement sur le visage d'Emmanuel Macron. Ils ont dû donc, dans un second temps, supprimer ce claquement en gardant le reste du son de la vidéo pour pouvoir coïncider avec leur titre « Tentative de gifle ». Sinon, évidemment, ça faisait, on va dire, un peu tentative de manipulation grossière. Oui, alors vous savez que nous, on collectionne ici les bobards et on les catégorise, un peu comme les collectionneurs de papillons. Et là, c'est un bobard intéressant parce que c'est un bobard par trafic du son, en quelque sorte. Et oui. Ça, c'est tout à fait... Extrêmement ciblé sur le son du claquement. Sur le son du claquement. C'est une manipulation pointue. Ah oui, c'est bien, quoi. C'est un petit bobard technique, là, et de belle facture, quand même. Bravo, BFM TV, bravo. C'était pas mal, c'était bien joué. Après, dans un second temps, ils n'ont pas pu nier le claquement qui était présent sur toutes les vidéos Internet. Donc, ils ont réhabilité la vidéo telle qu'elle était et ont bien titré « Gifle sur le président ». Oui, d'accord. C'était obligé de revenir à la réalité. On nie la gifle, voilà. Ensuite avec le vrai son, puis on supprime le son tout en continuant à nier la gifle, puis on finit par reconnaître la réalité et le claquement. Voilà, il y avait une petite phase de déni, comme on pourrait dire. Petite phase de déni, oui. Ouais. En prison, vous aviez une télévision ? Oui, j'ai eu une télévision. C'est-à-dire c'était la seule activité que j'avais eue dans les premières semaines de ma détention. J'étais enfermé dans une pièce avec uniquement une télévision. Et donc vous regardiez du coup à la télé, vous regardiez les chroniqueurs. Oui, c'est la première chose que j'ai fait en rentrant. Je suis rentré dans ma cellule et j'ai allumé la télévision et j'ai vu titrer Damien Tarel, extrême droite, nazi, fachosphère, la haine. J'ai entendu aussi le terme de ragosphère, c'est-à-dire ce qui a été expliqué par les médias, c'est-à-dire une très petite minorité qui déteste Macron en profondeur. Une très très petite minorité. Oui, parce que Macron, évidemment, était très très haut dans les sondages, soi-disant 65% à l'époque. Donc ils étaient un petit peu choqués. Ils disaient, oh là là, 75% de popularité, et puis des gens le giflent. Il doit avoir une très petite minorité qui le déteste très, très ardemment pour qu'on en arrive là. Et alors, comment est-ce que vous avez perçu ce traitement médiatique ? Est-ce que vous avez relevé, par exemple, est-ce qu'il y a eu des journalistes qui ont défendu votre geste ou qui l'ont trouvé louable ou du moins qui ont été peut-être un petit peu moins partisans que ceux de BFM TV ? Non, pour avoir regardé la télévision, l'ensemble de la classe médiatique et aussi politique a complètement accusé le coup en disant que voilà, c'était un geste violent, apolitique ou alors d'extrême droite et que ce n'avait pas sa place dans un État démocratique. Personne n'a fait le lien finalement avec le sujet de fond que vous avez mentionné au tout début, c'est-à-dire le fait que vous êtes un gilet jaune, que vous vous considérez comme un Français de la France périphérique, des laissés pour compte.
Personne dans les médias n'a fait ce lien-là. J'ai vu quelques chroniqueurs faire ce lien, mais la plupart étaient très maladroits et en fait par l'expression de leur analyse, on comprenait très bien qu'ils étaient en décalage total avec la réalité du terrain, que ce soit des Gilets jaunes ou de la France périphérique en général, oui. Tout comme ils n'ont pas compris les Gilets jaunes, ils ont eu du mal à comprendre votre geste à vous. Oui, ils n'ont pas compris le lien. Ils ont peut-être utilisé cette gifle pour dire que oui, les Gilets jaunes sont des personnes violentes et haineuses. C'est le seul angle mort finalement du traitement médiatique que vous avez remarqué. Enfin, qu'est-ce que vous auriez à répondre finalement à ces journalistes qui vous ont traîné dans la boue pendant des semaines en boucle sur les ondes? C'est difficile à dire parce que visiblement on ne vit pas dans le même monde, donc je pourrais leur répondre venez sur le terrain et venez voir, venez peut-être y vivre déjà dans un premier temps, parce que je pense que c'est peut-être la seule manière qu'ils auraient de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Ce n'est pas en descendant une fois pour couvrir un rond-point qu'on peut comprendre les problématiques qu'il y a derrière. Ouais, c'est le signe d'une véritable déconnexion. Une déconnexion totale, oui. Entre la caste journalistique et politique et finalement le français de base, quoi. Et oui, beaucoup de mes connaissances ou de mes amis sur mon village étaient complètement outrés de ce traitement médiatique. Ils s'arrachaient les cheveux quand ils voyaient ce qu'osaient dire les médias à la télévision. Et il y avait je pense que c'est ce comportement en fait qui crée la haine chez les gens. Ce sentiment d'injustice, finalement. Ce sentiment d'injustice et de mépris. De mépris généralisé. La rage est un terme qu'on peut comprendre, hein, quand il parle de ragosphère. C'est vrai que quand on voit le discours médiatique global, le racisme anti-blanc, il n'y a pas de différence, il y a ni homme ni femme, l'indifférenciation générale, la manipulation des enfants, tout ça, on peut comprendre qu'il y ait de la rage. La ragosphère, finalement, pourquoi pas Oui, mais alors elle est beaucoup plus étendue que ce que l'on veut nous faire croire. Il suffit de regarder la télévision pour être membre de la ragosphère. Hein. Oui. Je peux vous dire que je n'ai jamais eu autant envie de gifler quelqu'un que dans ma cellule quand j'ai regardé la télé pendant plus de 3 mois. Là, vous ne l'avez pas cassé quand même? Non. Bon. J'en ne suis pas arrivé à ce stade-là. Bon. Et vous avez complété par des lectures après? Oui, bien sûr, on m'a envoyé des lectures très nombreuses. Et surtout très tôt, ce qui m'a permis d'avoir une distraction autre que, on va dire, la télévision, qui était avant tout mon bourreau, j'ai envie de dire, un fouet mental. Oui. C'est à la fois abrutissant et en plus blessant pour vous de se voir comme ça à la télévision. Blessant pour moi, mais quand bien même, sur le long terme, le traitement qu'il y a eu, j'étais en plein milieu du pass sanitaire dans ma détention, le traitement du pass sanitaire des manifestants m'a particulièrement choqué. J'ai vu l'évolution médiatique de ce mouvement en direct, en étant H24 sur ma télévision, j'ai vu le traitement, et je peux vous dire que c'est extrêmement choquant, c'est extrêmement grave ce qui se passe dans ce pays d'un point de vue médiatique. Ouais. On avait constaté la même chose finalement, Jean-Yves, dans des émissions précédentes sur la minoration et la diabolisation des antipasses. Oui. Pendant un mois, les manifestants ont été considérés comme des monturiens, des personnes ridicules qui critiquaient le pouvoir comme des nazis, et puis après eux-mêmes se sont fait accuser de nazis, donc c'était quand même un drôle de renversement. Vous avez reçu peut-être des lettres, des messages d'encouragement, des lettres de soutien pendant que vous étiez incarcéré? Oui, j'ai reçu des centaines de lettres et plusieurs, je dirais, pas moins d'une trentaine de livres, je dirais. Donc vraiment, j'ai eu énormément de soutien. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la clairvoyance de ces lettres, qui était d'une compréhension du geste, de la profondeur et de notre décadence politique, en contraste total avec ce que je pouvais lire, ce que je pouvais entendre à la télévision. Je voyais des gens du peuple, mères de famille, parfois même des militaires, des gens qui vivent à l'étranger, toute une France qui avait une compréhension parfaite du geste, alors que des analystes politiques ou des chroniqueurs spécialisés et rodés à la chose étaient complètement à côté de la plaque. Et alors, qu'est-ce qu'il vous racontait substantiellement dans ces lettres? Déjà, il parlait de notre décadence politique, c'est-à-dire que Macron était le pinacle
de cette décadence politique, mais qu'elle avait été aussi amorcée par ses prédécesseurs. La vente de notre pays à l'étranger, tout ce genre de choses, la décadence culturelle, notre perte de puissance, la France qui est en voie de tiers-mondisation. Tout ça, c'est des phénomènes qui ont parfaitement été compris, et notamment la dimension historique de mon geste, avec le retour à une certaine forme d'honneur et d'intégrité chevaleresque. Il y a quelque chose quand même que j'ai trouvé très intéressant dans le traitement médiatique de toute cette affaire, c'est que les médias vous ont dépeint sous un angle purement idéologique. C'est-à-dire, il est d'extrême droite, et machin, etc., c'est un réac, c'est un nazi, etc. Tout ça étant contradictoire, Véran. C'est ça. Ça va pas ensemble. On peut être réac, peut-être, on peut être nazi, mais nazi et réac, c'est pas pareil, par exemple. Ouais, il tire à l'aveugle jusqu'à que ça touche. C'est un peu ça, oui. C'est ça. Et alors que vous, finalement, vous revendiquez de la France gilet jaune, Oui. et vous avez dit, je crois, dans un précédent entretien, je voulais confronter Macron face à la vente d'Alstom, par exemple. Oui, bien Donc sûr. c'est une réalité économique et sociale que vous vouliez mettre en avant, que vous vouliez discuter, on va dire, virilement avec le président, et ça a été tourné de manière complètement idéologique. Est-ce que vous pensez que c'est parce que les médias sont complètement dépassés par ces sujets de fond ? On va dire que l'idéologie a bon dos, parce qu'on est uniquement dans la symbolique un peu crasse, la symbolique un peu caricaturale, et ça permet de donner des clés de compréhension, des fausses clés de compréhension qui permettent de vendre du papier avant tout. C'est vrai que c'est un petit peu moins vendeur de parler de la vente d'Alstom et de la dimension économique et tragique de la politique d'Emmanuel Macron. Ils font dans le putaclic, dans le buzz. Dans le buzz. Oui. Alors après, vous sortez de prison et vous avez un petit accès médiatique aussi. Est-ce que vous pourriez nous directement nous en parler ? à ma sortie de prison, je suis interpellé par... Donc j'étais sorti de prison en avance, justement. On m'a fait sortir de prison à 5 h du matin pour éviter que des médias ou surtout des soutiens qui m'attendaient à la sortie de la prison puissent être filmés par les médias. Remarquez, être réveillé à 5 h du matin en prison, c'est pas rassurant puisque c'était l'heure des exécutions. Quand il y avait des exécutions politiques, heureusement, là c'était pour vous permettre d'aller dehors. Donc c'était moins redoutable. Mais c'est vrai que ma sortie de prison était prévue pour 8 h. Et on a vu que là, il y avait un changement d'horaire dans un lieu qui est normalement très cadré, un changement d'horaire de dernière minute pour éviter qu'on voit sur des images télévisuelles un Damien sortant de prison et peut-être applaudi, accueilli, peut-être acclamé, ça aurait fait vraiment tâche. Donc ils ont décidé de toquer à ma porte en avance pour me sortir en avance, un peu en dernière minute. Mais une fois sorti de prison, je suis interpellé par le directeur de la prison qui me dit « Attention, pas d'interview à l'intérieur de l'enceinte de la prison, c'est-à-dire le parking de la prison. » Et je lui ai dit, écoutez, monsieur, je n'ai rien pour filmer, ce n'est pas à moi qu'il faut dire ça. Il dit, oui, mais si vous voulez des interviews, ça sera dehors. Je vais déjà retrouver ma famille, il n'y a pas de souci. En tout cas, je me dirige vers le lieu d'attente où j'espère pouvoir retrouver mes proches qui ont été prévenus au dernier moment. Et je vois des personnes qui attendent, qui se présentent directement vers moi, qui sont en fait les journalistes de BFM TV. Alors je leur explique. Ils étaient plantés là depuis. Ah oui, ils attendaient depuis. Ah oui, ils ont des moyens. Hein. Ils ont des moyens. Ils avaient peut-être des contacts qui leur les a prévenus à l'avance, je ne sais pas. Ah ben ils ont été prévenus à l'avance. En tout cas, ils étaient c'est la chaîne officielle, c'est la chaîne d'État. Peut-être, oui. En tout cas, ils étaient très motivés pour venir aussitôt. Et je retrouve donc ma compagne qui me prend dans ses bras. Et je vois un journaliste de BFM TV commencer à filmer avec son appareil portable, son téléphone portable. Alors je l'interpelle et je lui dis, écoutez, je viens de voir le directeur de la prison et on vient de s'entendre, on avait dit qu'on donnerait l'interview plus tard, vous n'avez pas le droit de filmer ici, vous êtes bien au courant. Et un peu à court d'arguments, ce journaliste me répond, non mais c'est personnel. Il est en train de filmer mes retrouvailles avec ma compagne à la sortie de la prison et il me dit non mais c'est personnel. On va dire qu'il était en manque d'arguments et il a dit un peu la première chose qui lui sortait par l'esprit. Puis c'est mal défendu. Vous auriez pu faire la une de match peut-être oui, pour peut-être, cette scène émouvante. Peut-être, oui, j'aurais peut-être fait Paris Match. Oui. On vous aurait photoshopé dans l'eau. Par exemple. Alors, dernière question, Damien Tarel.
TPMP, donc Touche pas à mon poste, vous a contacté quasiment immédiatement après votre sortie de prison. Vous avez dit, là, en coulisses, qu'ils vous ont quasiment harcelé. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette séquence médiatique, comment vous l'avez vécue et comment ça s'est réellement passé? Alors déjà, j'avais très bien conscience, en m'engageant dans cette émission, que j'allais dans la fosse au lion. Mon idéal, c'était que la vérité apparaîtrait d'elle-même, peu importe le média dans lequel j'apparais, tant que c'était en direct et que je n'étais pas coupé. Je pense que la vérité partielle, comme ça a été fait par BFM TV, c'est ce qui nuit en fait à la vérité. Donc je me suis dit que peu importe le média, j'accepterais. J'accepterais de parler et d'exprimer mes idées. Toutes les invitations. J'ai accepté toutes les invitations. Aussi hostiles qu'elles soient. Aussi hostiles qu'elles soient, tant que c'était la plupart du temps du direct, ou voilà, que ce soit un média un petit peu respectable. Donc par peur, pour que ce soit du direct, par peur de... Par peur de montage, de coupure. Je crois que ça, c'est une règle effectivement très importante. En médias hostiles, on ne peut accepter que le direct. Bien sûr, quand je suis sorti de prison... Ou à contrario, il faut les filmer en train de filmer pour avoir au moins un contre-film, une protection, quoi, un contre-film. Voilà. Sinon, ils font le montage qu'ils veulent. Surtout qu'en général, ils vous prennent une demi-heure pour garder 30 secondes. Donc ça, vous avez eu tout à fait raison d'accepter. Même à TPMP, c'est peut-être la fosse au lion, comme vous dites, mais c'est vrai que c'est a priori du direct, quoi. C'est ça, oui. C'est pour ça que quand je suis sorti de prison, il y avait déjà BFM TV qui voulait m'interviewer. Je n'ai accepté qu'un direct. Voulait m'interviewer... Voilà, avec un montage, des coupures, j'aurais dit non, je ne ferai qu'un direct en duplex du plateau, mais rien d'autre. Alors, on va parler un petit peu de ce passage à TPMP. Oui. Tout de suite, vous avez été harangué, finalement, vous n'aviez pas d'alliés sur le plateau. Tout le monde était unanimement d'accord pour dire que votre geste était atroce, absurde, immature, et j'en passe. Et finalement, vous avez été attaqué, pris à partie, etc. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Et est-ce que vous aviez envie de leur coller à eux aussi? Alors, je savais où est-ce que j'allais. Donc, je savais que j'allais me retrouver à 1 contre 10, même si on est beaucoup venu me rassurer, me dire de ne pas m'inquiéter, qu'on me laisserait parler, qu'il y aurait Jean Messia sur le plateau, qu'on ne me mettrait jamais à côté de Booba. On m'a dit plusieurs choses comme ça, mais bon, je savais très bien ce qu'il en était. À vrai dire... Pourquoi ils ne voulaient pas vous mettre à côté de Booba? Je ne sais pas, je n'avais même pas émis de contre-indication sur le fait d'être à côté de Booba, mais eux, visiblement, voulaient me rassurer sur le fait que je ne serais pas à côté de Booba. Peut-être que... C'est le chien de garde peut-être qu'il y avait... du plateau. Ils ont imaginé que Booba était leur golem et qu'il serait là pour les défendre. C'était peut-être une erreur de calcul de leur part. En tout cas, j'avoue avoir été complètement dépassé par le plateau de TPMP. Non pas par la véhémence des propos, mais plus par l'incompréhension des attaques qui m'étaient faites. J'avais imaginé des attaques beaucoup plus subtiles, beaucoup plus... sur lesquelles j'aurais pu rebondir par des arguments, mais j'étais très souvent désemparé face... c'est un peu difficile à dire, mais par la stupidité en fait, des attaques. J'étais un petit peu attristé, quand par exemple... Je crois Mathieu Delormeau me dit qu'il s'est senti giflé par ce geste. Je suis un peu déconcerté. J'avoue ne pas savoir quoi lui répondre. C'est un petit peu étrange. C'est un petit peu étrange. En fait, le décalage était tel qu'en fait, moi et ces gens-là, n'avons rien à nous dire. Qu'ensuite, je me fais attaquer par, je crois c'est Raymond, qui me dit que... dans les banlieues, qui me parle des banlieues, enfin quelque chose d'un peu confus. J'avoue être complètement face à je suis complètement dans l'incompréhension. Je me dis, mais qu'essaye-t-il de me dire? J'étais en prison, quand la musique était trop forte, je disais aux prisonniers, pouvez-vous baisser la musique s'il vous plaît? Et il n'y avait pas de problème. Donc non, je ne suis pas un serial gifleur, comme il a essayé de le comprendre. Ouais. Et la musique en prison? Pardon de retour en arrière. Quand elle était trop forte, oui, il suffisait de venir. Mais quelle musique? De la musique, on va dire, souvent du rap. Voilà, quand la musique oui. était trop forte. Et puis souvent, les prisonniers qui étaient mes voisins disaient, si la musique est trop forte, surtout n'hésite pas, dis-le nous, on baisse. Ouais. Donc, vous avez peut-être un certain respect pour vous? Oui, il y avait un certain respect parce que, on va dire qu'ils respectent le courage et ils respectent l'intégrité. Donc, quand bien même... Voilà, objectivement, ce sont des criminels condamnés. Ils ont quand même un certain respect pour l'honneur, l'intégrité et, on va dire, le fait de se comporter en dignité. Damien Terrel, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien.
C'était passionnant, on aurait aimé que ça dure un petit peu plus longtemps, mais on a une émission à dérouler. Je vous propose donc, chers spectateurs, de passer au sujet suivant, la commission Bronner. Le gouvernement a lancé le 4 octobre la commission Bronner, aussi nommée les Lumières à l'ère du numérique. Les Lumières à l'ère du numérique. Un organisme chargé de lutter contre la propagation de la désinformation et des discours haineux sur la toile. La commission a pour rôle de rendre un rapport fin décembre. C'est une commission qui pose déjà un petit peu problème, qui pose question, Jean-Yves. Un article du Figaro mentionne un ministère de la vérité. L'initiative intervient dans un contexte post-sanitaire encore explosif où les débats autour des vaccins font rage. Ce qui m'inquiète, c'est le mélange de beaucoup de notions à la fois, dit François-Bernard Huy, un directeur de recherche à l'IRIS. On met dans le même panier les fake news qui existent depuis toujours avec le discours de haine, le complotisme. Qu'entend-on vraiment par là ? Il faut se garder de faire du métacomplotisme, soit pointer du doigt toute personne qui pense différemment. N'oublions pas que la science peut elle-même se contredire. Elle nous a dit d'abord que le masque était inutile avant d'enseigner qu'il était indispensable. Le métacomplotisme, c'est une expression tout à fait intéressante. Effectivement, nos adversaires pratiquent le métacomplotisme, alors que on ne peut, encore une fois, je le répète souvent, mais parce que c'est central, dans la pensée européenne, on ne peut accéder ou approcher la vérité que par la libre confrontation des opinions, celles qui sont dominantes peut-être, mais aussi celles qui sont dissidentes. Et c'est évidemment précisément ce que veut interdire la commission Bronner à quelques mois de l'élection présidentielle, mais c'est sans doute un hasard. Alors, elle a 4 objectifs, cette commission. Il y en a 2 qui sont particulièrement intéressantes. La première est de formuler des propositions touchant à la régulation et à la judiciarisation des entrepreneurs de haine en ligne. Entrepreneurs de haine, il va falloir judiciarisation, et vas-y donc. C'est important de noter qu'il n'y a pas de juriste dans la commission. Enfin bon, passons. Et un autre qui est de proposer de nouveaux espaces communs en ligne promouvant la démocratie, la citoyenneté, le collectif, tout ça pour lutter contre les fake news. Alors, censure d'un côté, propagande de l'autre. Ah, c'est parfait. Ce qui nous intéresse surtout dans cette commission, Jean-Yves, c'est sa composition et les membres qui en font partie, parce que là, c'est le gratin, quoi. Alors, on a le premier, le plus illustre, c'est un chirurgien, Guy Valencien, qui s'est illustré de 2 manières, et de tristes manières. D'abord, il a été très impliqué dans le soutien au Mediator, qui est un des plus grands scandales médicaux des 20 ou 30 dernières années. Donc, après avoir soutenu le Mediator, il va nous dire quelle est la vérité sur les vaccins et sur le Covid. Ça pose quand même un léger problème. Et puis il a été responsable du centre des dons des corps. Le don des corps, c'est quelque chose d'assez généreux de la part de ceux qui donnent leur corps à la science, sauf que lui était responsable effectivement de ce centre à l'université René Descartes, rue des Saints-Pères à Paris, et qu'en fait, il gérait un charnier. Il gérait un charnier. Voilà, je vais vous lire un extrait du scandale qui a été dénoncé en 2016. C'est un article de l'Express. Nu, démembré, les yeux ouverts, amoncelés sur un brancard, des cadavres par dizaines, au milieu d'un fatras indescriptible. Ici, un bras pend, décomposé, l'un un autre est abîmé, noirci, troué, après avoir été grignoté par les souris. Des sacs poubelles débordent de morceaux de chair. Au premier plan, une tête gît sur le sol. Ces photos insoutenables révèlent un charnier en plein Paris. Qui était responsable de cela ? Le professeur Valencien. De 2004 à 2014. De 2004 à 2014. Il peut difficilement plaider finalement la non-connaissance de ces faits. C'est un gros scandale, le scandale des charniers de Paris Descartes. Je me permets de rajouter, Jean-Yves, qu'il a aussi été sanctionné, blâmé par l'Ordre des médecins pour avoir dispensé 2 certificats médicaux frauduleux à des personnes un petit bonus qui connaissaient. On va écouter Gérald Bronner, donc la tête de cette commission, qui le défendait le 4 octobre sur le plateau de C'est à vous. Guy Valencien, il faut le rappeler, c'est un très grand médecin, un très grand chirurgien. Et puis moi, j'ai découvert, comme vous, sous cette histoire, moi, je ne suis pas un inspecteur de police, ce qui m'a motivé à demander à certains collègues, etc., c'est leur compétence et la diversité, grosso modo.
Il y a des esprits malveillants qui radiographient chacun des membres. Alors d'abord, il dit j'ai découvert ça. Mais il suffit de googliser. En 3 minutes, on googlise et on sait ce que ce type a fait. Oui. Donc voilà, ce personnage qui prétend contrôler, vérifier l'information, il n'est même pas capable de googliser. Ou alors il nous ment. Il n'est pas capable de googliser les membres de sa commission. Enfin, c'est incroyable. Monsieur Bronner, d'ailleurs, est pas mal non plus au niveau des fake news et de son parcours professionnel, on va dire. Florian Philippot a découvert sur sa page Wikipédia que le sociologue en question avait été chargé, bien sûr, de conduire par Macron la mission anti-fake news et a lui-même été pris en flagrant délit de diffusion de fake news par 2 fois dans ses livres, dans ses travaux scientifiques. Voilà. C'est disponible sur Internet, facilement retrouvable. Ce qui est intéressant aussi, Jean-Yves, c'est son parcours dans le centre de déradicalisation de Pompouty. Alors, effectivement, il a participé à un centre de déradicalisation qui avait pour objectif de déradicaliser 10 personnes pour 280 000 €, je crois. 280 000 € par personne. C'est le coût total de la structure, je crois que sur les 1 an d'activité, était de 2,5 millions d'euros. 2,5 millions d'euros. Et en fait, les gens n'ont pas suivi la totalité du cursus. D'ailleurs, par parenthèse, s'agissant des cursus de déradicalisation, l'assassin du député conservateur britannique avait suivi lui-même un cursus de déradicalisation en Angleterre peut-être, mais le principe est le même. Alors dans la liste de la commission, Jean-Yves, figure également Aude Favre. Aude Favre, on la connaît bien, Jean-Yves, on en a parlé dans l'immédiat numéro 362. Vous savez, c'est celle qui a dénoncé France Soir et Tipeee. fait YouTubiser France Soir, exactement. Donc exactement. Ça, c'est le journalisme de délation. Voilà, donc elle a tout à fait sa place, effectivement, dans cette commission. Également, elle avait participé donc au complément d'enquête sur, vous savez, sur Tipeee. Oui. Sur Tipeee, qui visait à dénoncer les créateurs de Tipeee. Donc, c'est vraiment, comment dire, c'est les organisateurs de la chasse aux sorcières qui sont pris dans cette commission Bronner. C'est ça. On a aussi Rudi Reichstadt, de la Conspiracy Watch. Conspiracy Watch, donc la lutte contre les conspirations, en fait, tout ça pour ramener vers le grand centre macronien, en fait, parce que on voit bien que tout ce qu'on met là-dedans sont des gens qui vont couper l'omelette aux 2 bouts, parce qu'ils vont faire beaucoup taper sur ce qu'ils appellent les complotistes d'extrême droite, mais ils taperont aussi peut-être un petit peu à gauche, et il restera une vérité tout à fait centriste. Centriste, consensuelle. Jean Garrigue également, Jean-Yves, donc, qui est un des collègues de Rudi Reichstadt et de Rachel Kahn, qui est également dans la commission. Je m'explique, alors c'est un historien et un rédacteur pour Franc-Tireur, donc à côté de Rudi Reichstadt et Rachel Kahn, tous 2 membres de la commission. Ce qui est intéressant, Jean-Yves, dans la rédaction de Franc-Tireur, c'est qu'il figure l'ancien secrétaire général de Force ouvrière, Jean Bailly, que le directeur de la rédaction, c'est Christophe Barbier. Qui a été bien connu, qui a fait les gloires des débuts d'Immédiat avec son écharpe rouge, et qui sont financés par M. Kretinsky, un oligarque tchèque qui investit beaucoup en France et notamment qui a déjà investi dans Le Monde. Exactement. Dans le journal Le Monde. Finalement, tout se recoupe, Jean-Yves. On a pris la moitié de la rédaction de Franc-Tireur pour la mettre dans la commission Bronner. Ils sont tous copains, etc. On regarde un petit peu, si vous le voulez bien, un petit article sur Franc-Tireur, justement, cette publication. Ce sera un pamphlet contre l'extrémisme, contre l'obscurantisme, le wokisme, les antivax et la cancel culture, énumère Christophe Barbier. Y figurent alors Caroline Fourest, Raphaël Enthoven, Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière, Rachel Kahn, Rudi Reichstadt. C'est vraiment le gratin, et on retrouve tout ça dans la commission, Jean-Yves. Et tout ça est en fait une opération de campagne électorale de M. Macron, une opération de campagne électorale qui n'apparaîtra pas dans les comptes électoraux, dans les comptes de campagne. Et donc on peut déjà dire qu'on est dans un système de fraude, en tout cas de fraude à l'information et de non-respect des règles de financement des campagnes. Enfin,
c'est pas la première fois que M. Macron pratique ce genre de choses. Et nous imaginons que ce ne sera pas la dernière. En tout cas, merci Jean-Yves. Merci à tous d'avoir assisté à cette émission en entier. Je vous invite à l'aimer, la commenter et la partager pour nous aider. Et à la semaine prochaine.